Bonjour à tous, vous avez été assez nombreux hier soir à nous envoyer des messages pour nous dire que vous aimeriez bien réécouter ou relire le webinaire que nous avons fait hier avec Paul. Et puis vous avez été aussi assez nombreux à nous envoyer des messages pour nous dire que vous avez malheureusement pas pu vous connecter pour des raisons de manque de disponibilité ou d'agenda ou de problèmes techniques. Et donc, eh bien voilà, Paul n'est pas disponible aujourd'hui, mais je m'y colle dans l'énergie. Et je vous propose donc de réenregistrer une version courte, plus rapide probablement que celle que nous avons délivrée hier soir en 1 heure, pour que vous puissiez l'écouter à votre vitesse et surtout donc bénéficier du support. Alors, juste 2 mots sur notre intention au travers de ce cycle de 4 conférences qui sont programmées jusqu'au mois de juin, et donc vous trouverez le détail sur nos profils LinkedIn et sur notre site Origine ou sur le site Énergie Training. Eh bien, c'est en fait de partager tout simplement avec vous des pratiques, des tours de main, et puis aussi l'état d'esprit et la posture qui vont avec, qui devraient vous permettre dès la fin de la conférence, en tout cas nous l'espérons, d'avoir enrichi votre propre panel et de pouvoir, que vous soyez manager ou coach, tirer profit de ce que nous avons partagé avec vous dès le lendemain. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, nous en serons ravis et à ce moment-là, venez nous rencontrer dans le Club Énergie, venez suivre l'une de nos formations dont vous trouverez également tous les détails sur nos sites. Alors déjà, oui, je voudrais juste poser une petite définition. Il y a 2 types de diagnostic d'équipe. Il y a le premier, diagnostic énergétique, dont nous allons parler ce soir, qui permet de repérer les énergies dominantes, qui permet de regarder quelle est plutôt la signature spécifique d'une équipe, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. C'est un diagnostic qui est assez facile à comprendre, à appréhender, assez facile à utiliser, mais pour autant qu'il soit facile, qui peut vraiment faire la différence, on le verra plus loin au cours d'un entretien commercial par exemple. Et puis c'est le diagnostic systémique, qui est plus un diagnostic que nous utilisons en coaching d'ailleurs d'organisation, coaching d'équipe éventuellement aussi, et qui permet cette fois-ci de repérer des boucles de fonctionnement qui se renforcent, des boucles systémiques, comme on dit dans notre jargon, et qui évidemment sont plus complexes, un peu plus abstraites, et qui nécessitent peut-être un peu plus que 20 minutes ou 30 minutes d'explication pour comprendre de quoi ils retournent. Donc nous en parlons dans nos formations et peut-être que ça nous donnera l'envie d'ailleurs de faire une conférence plus spécifique sur ce sujet-là. Voilà, le sommaire est assez simple. Nous allons regarder 4 façons de faire ce diagnostic. Je vous parlerai très rapidement du modèle des 4 énergies. Je vous présenterai quels sont les éléments du diagnostic. Et puis ensuite, on se posera quand même une question de ce qu'on fait de ce diagnostic, parce que c'est bien de le poser, mais c'est quand même beaucoup mieux d'en faire quelque chose. Et puis, nous listerons quelques précautions, conditions de réussite et regarderons comment on peut aller plus loin. Voilà, avec un petit teasing à la fin sur la prochaine conférence. Alors, les 4 façons de faire un diagnostic, c'est écrit, vous savez lire comme moi, le processus est à l'image du contenu. Eh bien, finalement, c'est assez simple et vous allez voir le lien tout à l'heure avec les 4 énergies. Première façon, que nous allons appeler une façon signée de terre, eh bien, c'est de la faire de manière assez méthodique, assez précise, de manière assez factuelle, en utilisant un questionnaire que nous avons mis au point et que nous partagerons de manière assez succincte avec vous aujourd'hui dans la partie centrale de cet exposé, mais que vous pourrez tout à fait retrouver si vous souhaitez aller plus loin sur notre site de questionnaire en ligne. Et alors en continuant avec l'énergie de l'eau et en se moquant un petit peu d'elle comme on s'est moqué de celle de la Terre dans l'illustration précédente, eh bien la deuxième façon de le faire, c'est de le faire en équipe. Un peu comme on pourrait par exemple faire un SWOT, hein, force, faiblesse, opportunité, menace avec son équipe, eh bien, on pourrait tout à fait faire un diagnostic des 4 énergies avec son équipe pour faire le point, regarder un petit peu quelle est la représentation de chacun, la faire au feeling, sans avoir besoin pour autant d'être très précis, mais ça permettrait effectivement de savoir où en est chacun de sa représentation de l'équipe, de débattre, et puis donc de renforcer au travers de cet exercice la cohésion et, euh, et la signature de l'équipe. Troisième façon de faire ce diagnostic, c'est de la faire avec une équipe un peu intuitive qui aime bien la visualisation sous forme d'un photolangage, sous forme d'un mind map, sous forme de métaphore, et en faisant rêver un petit peu l'équipe, en l'amenant dans le domaine du cerveau droit pour qu'elle utilise le modèle des 4 énergies et qu'elle se l'approprie de manière à la fois ludique et créative.
La dernière façon de faire ce diagnostic, c'est de se laisser porter par l'évidence immédiate. J'entends la conférence, je comprends de quoi il me parle et donc je suis capable de poser tout de suite le diagnostic de mon équipe. Et une fois que c'est fait, je peux passer à la deuxième étape. On verra tout à l'heure que c'est un des signes principaux qui marque l'énergie du feu. Et donc c'est aussi une façon de faire ce diagnostic. Voilà, le modèle des 4 énergies. Alors, certains d'entre vous ont certainement déjà regardé un petit peu nos articles ou notre site si vous êtes connecté à ce webinaire différé. Donc, je vais aller très vite et puis vous pourrez retrouver de toute façon tout le détail sur le site énergie ou origine. Alors, ces 4 énergies, vous l'avez compris, reposent sur les 4 éléments fondamentaux que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Et l'énergie de la terre, pour commencer, c'est l'énergie de l'enracinement, c'est l'énergie qui nous relie à nos origines, à qui nous sommes. C'est l'énergie du socle, de la solidité, de la force. C'est l'énergie de la structure, de l'organisation. C'est l'énergie de l'expertise. C'est toute cette énergie, c'est toute cette puissance en fait tellurique sur laquelle nous appuyons. L'énergie de l'eau, le fluide, la réunion, l'union, la transversalité, l'eau qui circule entre les deux rives et qui les réunit. L'énergie de l'eau, c'est l'énergie de la cohésion, de la coopération, c'est l'énergie du c'est l'énergie de la capacité à travailler avec les autres, à bien travailler ensemble, mais c'est aussi l'énergie qui va permettre de se confronter au sein de l'équipe, de réguler les tensions. L'air, c'est l'énergie. Alors, il y a deux formes d'air. Il y a l'air qui aspire, l'air de la vision, du projet commun, l'air l'énergie du sens que l'on va donner au travail que l'on propose aux équipes. Et puis, il y a aussi l'énergie extrêmement malicieuse, créative, qui agite, qui bouge, qui remue, et qui est l'énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus immédiate, qui va venir bousculer les idées reçues. Et l'énergie, c'est l'énergie du feu. Alors évidemment, dans l'énergie du feu, on va entendre assez simplement l'énergie du résultat, du challenge, de la réussite, mais pour nous, c'est plus immédiat que ça. Ce qu'on va regarder dans l'énergie du feu, c'est la capacité qu'une équipe va avoir à enflammer les choses, à mettre le feu, si je pouvais emprunter cette expression. Et donc, c'est l'étincelle qui va nous intéresser, c'est-à-dire l'action immédiate, le point à partir duquel on va réussir à embraser tout ce à quoi on touche. Voilà, je l'ai fait très vite et une fois de plus, si vous voulez regarder beaucoup plus en détail, ne vous privez pas d'aller sur nos sites et vous trouverez des tonnes d'articles très bien écrits par Paul qui explique ça très en détail. Alors maintenant que le concept a été posé, eh bien, nous allons vous donner quelques éléments qui vous permettront de poser votre diagnostic, voire de l'affiner si vous l'avez déjà fait dans votre tête. Parce que effectivement, raisonner de manière extrêmement intuitive, en général, ça marche très bien, mais c'est peut-être pas mal de pouvoir qualifier, se poser les bonnes questions, et puis aussi, c'est important pour pouvoir le partager, ce diagnostic, avec d'autres personnes, pour pouvoir l'étayer, l'expliquer et le confronter éventuellement. Alors pour ce qui est de la Terre, quelles sont les pistes à explorer? Ce ne sont que des pistes et nous n'avons pas prétention, au travers de ces quelques slides, d'avoir fait le tour complet de la question. En revanche, nous espérons que vous aurez vu et saisi l'essentiel qui vous permettra d'établir votre diagnostic. Par exemple, ce qu'on va regarder, c'est la structure et l'organisation du travail. Comment est-ce qu'une équipe définit, mesure, précise les missions, les objectifs, comment est-ce qu'elle coordonne la charge de travail, et comment est-ce que tout ce travail-là, plus ou moins détaillé, peut-être d'ailleurs pas existant du tout, ou au contraire très prégnant, comment est-ce que ce travail-là, comment est-ce que cette donnée liée à la structure et à l'organisation est partagée au sein de l'entreprise? La deuxième chose, c'est on va s'intéresser à l'importance qui est accordée à l'expertise dans ces équipes. Les équipes de terre accordent une importance assez forte à l'expertise. L'expertise prédomine souvent d'ailleurs sur les autres qualités d'équipiers, au détriment d'ailleurs d'autres équipes, d'autres qualités d'équipiers. On va s'intéresser au niveau d'expertise de chacune des personnes. On va s'intéresser à la manière et à la part qui est donnée au sujet technique, à l'intérieur des réunions par exemple, à l'intérieur des discussions d'équipe, à l'intérieur des projets d'équipe. Et plus cette importance sera forte, hein, cette importance accordée à l'expertise, et plus vous avez des chances d'avoir affaire à une équipe qui est marquée, qui est signée de la terre. Troisième niveau,
Comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la connaissance et du respect des règles? Est-ce qu'il y a beaucoup de règles? Est-ce que ces règles sont explicites, implicites? Est-ce qu'elles sont affichées? Est-ce qu'elles sont partagées? Est-ce qu'elles sont respectées? Voilà, par exemple, si on prend l'exemple des réunions, est-ce qu'il y a un ordre du jour? Est-ce que les sujets sont clairement définis? Est-ce qu'on réfléchit dès le début de chaque séquence au temps qu'on se donne pour débattre d'un sujet et à ce que l'on voudrait voir, ce que l'on voudrait avoir produit à l'issue de la séquence? Voilà, tout un tas d'actions qui vont vous permettre de regarder à quel point une équipe est ou n'est pas signée de la Terre. Et puis enfin, une équipe qui est très marquée de la Terre, c'est une équipe non seulement qui est consciente d'ailleurs de ses valeurs et de sa culture, mais qui va absolument vouloir que les autres en soient conscients aussi et que les autres la respectent. Donc, quel est le niveau de clarté avec lequel, par exemple, les membres d'une équipe savent vous la décrire, vous la définir, et comment est-ce que c'est pris en compte de manière très opérationnelle dans le travail qui est fait par cette équipe. Voilà 4 éléments: structure et organisation, importance accordée à l'expertise, connaissance et respect des règles, conscience des valeurs et de la culture, qui vont vous permettre d'explorer si une équipe est signée de la Terre. Idem pour l'eau, on va avoir à chaque fois comme ça 4 têtes de chapitre. Et la première que nous vous proposons là pour l'eau, c'est le sentiment d'appartenance, la solidarité, l'entraide. C'est-à-dire en fait la manière dont l'équipe et la fierté avec laquelle l'équipe va vous parler d'elle-même, mais en tant qu'entité équipe cette fois-ci. La capacité qu'elle aura à organiser le soutien quand quelqu'un est débordé, par exemple, ou aussi la manière dont elle va communiquer avec l'extérieur quand quelqu'un n'est pas au rendez-vous des attentes. Vous savez, vous avez des équipes qui sont extrêmement fortes pour prendre la défense et puis d'ailleurs pour aider la personne à être au rendez-vous des attentes, mais en attendant de faire bloc vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, donc vous allez avoir dans ces équipes-là, vous allez sentir un sentiment d'appartenance, de fierté d'appartenance qui est extrêmement fort. Et donc là, c'est une des signatures de l'eau. Deuxième tête de chapitre, c'est tout ce qui tourne autour de la confiance, la convivialité, la coopération, la coaction, etc. Tout ce qui est dans le co, mais qui repose beaucoup sur la confiance. C'est-à-dire, est-ce que les membres de l'équipe se font confiance? Est-ce qu'on peut avoir une parole libre en réunion? Est-ce qu'on est capable de vous donner des exemples concrets de coopération? Parce que souvent, les gens vous disent, oui, oui, nous, ça coopère bien dans l'équipe, mais quand vous leur demandez concrètement quand est-ce qu'ils ont vraiment, pour la dernière fois, travaillé en mode coopératif ou en mode de co-construction sur un sujet, c'est pas toujours évident de vous donner des exemples. Donc là, vous allez aller investiguer, au-delà des mots qui sont donnés, la réalité de ce que l'équipe est, et donc la réalité d'une équipe d'eau. Troisième axe, c'est cette fois-ci la transversalité. C'est une forme d'air de l'eau d'ailleurs. C'est l'ouverture aux autres équipes. Mais c'est la capacité, la facilité avec laquelle une équipe va travailler avec les autres, va intégrer ses points de vue, va développer une sorte d'empathie collective vis-à-vis des autres équipes, en leur donnant le droit de ne pas penser ou de ne pas raisonner comme elles-mêmes, et qui va considérer que ça les enrichit plutôt que ça ne les éloigne, par exemple. Vous allez aussi avoir à investiguer la facilité avec laquelle l'équipe va communiquer avec le reste de l'entreprise, avec ses clients, avec sa hiérarchie, avec ses fournisseurs. Et c'est tout ça qui va vous montrer un petit peu si cette équipe, en fait, elle travaille sous forme de ronds concentriques, un peu comme le caillou qu'on jette dans l'eau et qui produit ces ronds-là qui vont être de plus en plus grands. Et puis dernier zoom, c'est la capacité à pas faire que de l'eau froide ou de l'eau tiède, mais c'est aussi à faire de l'eau chaude. Et donc c'est la capacité à accepter qu'on puisse ne pas être d'accord, qu'on puisse avoir des positions différentes, que ça puisse créer des tensions et qu'on sache affronter, confronter et réguler ces tensions au sein de l'équipe dès qu'elles apparaissent. Voilà 4 à nouveau têtes de chapitre: sentiment d'appartenance, confiance, convivialité, transversalité, ouverture aux autres, capacité à se confronter, qui vont être des éléments déterminants d'une équipe qui est marquée de haut. On y va sur l'air. À nouveau 4 pistes à explorer. La première, je vous l'avais dit, c'est la clarté de la vision, des projets communs, des objectifs communs. Est-ce que tout le monde est impliqué dans la définition et dans la réflexion stratégique? Est-ce que le besoin de comprendre le sens, d'avoir l'image globale est important pour les membres de l'équipe? Et est-ce que finalement, on va toujours se poser la question des enjeux stratégiques quand on va avoir besoin de prendre des décisions et de faire des choix? Deuxième axe, la créativité, l'agilité, la capacité à se reconfigurer de manière très agile, puisque c'est un mot très à la mode. Donc non seulement on n'est pas déstabilisé par le changement, mais on aime le changement.
Alors que quand on est dans une équipe de terre, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on est bien ancré, on est bien positionné, on est solide, on est fort. Là, je ne dis pas qu'on n'est pas fort, mais en tout cas, on va adorer, au contraire, les projets de changement, les projets qui bousculent et qui agitent un petit peu, parce que ça nous excite. Voilà. Et puis c'est aussi la capacité à prendre des initiatives et puis à aller chercher la nouveauté parce qu'on la vit comme une véritable opportunité. Vous avez un troisième axe qui est tout autour de l'orientation solution, de la recherche des opportunités, de l'enthousiasme, de la joie en fait quelque part, hein. Dès que c'est nouveau, on aime ça. Et, à contrario, on peut se lasser très vite, hein. On a toujours besoin de nouveaux projets. On aime plus démarrer que terminer les choses. Et on sait toujours rebondir. On est optimiste, même quand quelque chose se présente comme étant une contrainte. La contrainte, on la retourne et on la voit comme une opportunité. Dernier axe, la capacité que ces équipes vont avoir à échanger leurs pratiques, à se co-développer, à travailler en sous-groupe autonome, à lancer des initiatives en dehors des réunions, sans même d'ailleurs attendre d'autorisation de qui que ce soit. C'est quelque chose qui se fait de manière assez spontanée. On adore débattre. Parfois, pour mettre à exécution, on est un peu moins à l'aise. On verra ça dans le feu. Voilà, à nouveau, donc, la clarté de la vision et du projet commun, tout ce qui tourne autour de la créativité, de l'agilité, et aussi cet aspect orientation, solution, développement au sein des équipes, échange des pratiques. Voilà 4 éléments qui vont vous permettre de déterminer si l'équipe que vous étudiez ou si votre équipe est une équipe plutôt signée de l'air. On termine, dernier élément, le feu, dernière énergie, le feu. Et donc là, on va voir tout ce qui va tourner autour de la valorisation. D'ailleurs, plus valorisation que modélisation qui nous ramène un peu vers la terre, mais on va adorer s'arrêter sur les succès, les savourer et aussi peut-être en tirer le meilleur, la quintessence et aller regarder comment à partir de cette étincelle qui a été produite, on va aller souffler un peu plus loin sur le brasier, enfin comment on va faire en sorte que le brasier s'étende. On va avoir tendance à se projeter toujours sur le coup d'après. On va être un peu comme un joueur d'échecs qui a déjà 3 coups d'avance, parce que c'est ça qui nous amuse, c'est comment on va avancer vite vers le résultat. On va avoir aussi tout ce qui tourne autour de l'autonomie, de la responsabilisation sur l'action collective. Les réunions sont forcément déléguées. On ne supporterait pas une réunion dans ces équipes-là qui soit managée, pilotée et animée uniquement par le manager. Donc on veut que ça bouge, on veut que chacun se sente responsabilisé. Ça impose effectivement du côté du manager un certain lâcher-prise, une prise de recul, hein, ce qu'on appelle une position méta. Et puis on a des équipiers qui forcément. On est aussi d'un petit peu, hein, dans cette idée de l'étincelle, dans le tout de suite, ce qui va pouvoir marcher dans l'énergie, là, maintenant. C'est aujourd'hui que je dois réenregistrer l'e-learning qu'on a oublié d'enregistrer hier quand on a fait le webinaire, parce que si c'est dans 3 jours, c'est mort, je ne le ferai pas. C'est maintenant, tout de suite. Parce que quand c'est fini, eh bien, on est passé à autre chose, on est passé à une autre étincelle. Et donc, il y a cette idée qu'en fait, on va consommer, parce que la colère peut être assimilée un petit peu à l'énergie du feu, et donc elle va se consumer dans l'action. C'est-à-dire qu'une fois que l'action est passée, ben, on s'est rempli d'énergie, et donc on est prêt à l'action d'après. Voilà, et puis pour terminer, le dernier élément de la dernière énergie, la recherche de progrès immédiat et une focalisation très forte sur le résultat, sur ce que ça va produire. On se concentre sur une chose à la fois, sur ce qui est le plus essentiel, on le fait maintenant, on le fait bien, et ensuite on peut passer à autre chose. Et donc en fait, ce qui compte beaucoup plus que la réussite ici, c'est vraiment le progrès que l'équipe va faire, le progrès que les individus vont pouvoir faire au sein de l'équipe. Alors voilà, maintenant qu'on a dans notre tête ou sur notre feuille de papier ou en ayant répondu aux 16 questions aux 16 axes qu'on vient d'explorer, qu'on a posé son diagnostic, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on en fait bien de ce truc-là? Alors, on va voir un certain nombre d'exemples, on va voir aussi un certain nombre d'utilisations dans cette troisième partie du webinaire. Et donc, je vais commencer pardon, par une première exploitation qui peut se faire au travers même de l'exercice. Imaginez que vous réunissiez votre équipe, que vous leur présentiez le modèle, assez simple, vous l'avez compris, à présenter, et que vous les fassiez se positionner, et que vous les fassiez débattre sur c'est quoi la signature de notre équipe à travers de ce modèle-là. Je parle bien de la signature de l'équipe, qui peut être différente, on le verra tout à l'heure, de la signature de chacune des personnes de l'équipe. Eh bien, ça va donner 4 effets très énergisants à court terme. Le premier effet,
Ben, dans la Terre, c'est que quand on va analyser sur quoi on prend appui, notre système, notre ADN, notre marque de fabrique, nos racines, eh bien finalement ça va nous faire du bien. On démarre d'ailleurs souvent des coachings, que ce soit individuels ou des coachings d'équipe, par une petite séquence qui vise à aller faire prendre conscience à une personne ou à une équipe de ses points d'appui, de ses forces, du chemin qu'elle a parcouru, de tout ce qu'elle a accumulé, de tout ce qu'elle a déjà dans son sac à dos et qui va lui servir pour grimper la montagne. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est des séquences qu'on remarque qui sont un peu déstabilisantes parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de les faire. On est toujours dans la recherche du toujours plus, toujours mieux, toujours plus loin. Et que parfois, le simple fait de faire l'inventaire du sac à dos qui se balade avec nous sur notre dos, c'est le cas de le dire, eh bien, ça fait déjà un bien fou. Donc ça, c'est un premier effet, une première exploitation qu'on peut avoir au travers même de l'exercice. Deuxième exploitation, c'est que le fait de faire cet exercice en équipe, ça permet de prendre conscience des points de convergence, des points de divergence, de la diversité de l'équipe, et donc ça permet de reconnecter avec la confiance, parce que plus finalement on est divers et plus on est fort, parce qu'on sera capable de répondre à des sollicitations très diverses elles aussi. Toujours un effet un peu immédiat au travers de l'exercice, eh ben, c'est un exercice qui peut donner du souffle, de l'élan, parce que finalement, ça nous redonne de la vision, ça nous redonne de la perspective, et puis au passage, c'est une méthode un peu nouvelle, donc ça amuse tout le monde, et ça donne un petit peu de mouvement et de mobilisation. Voilà, et puis la dernière chose, c'est l'énergie du feu, c'est que quand on analyse ce qui marche bien, ben, ça donne tout de suite envie de faire plus immédiatement de ce qui marche bien. Donc voilà une première exploitation. Et là maintenant, nous allons aller regarder deux exemples pris chez des clients qui ne pourront pas se reconnaître parce que c'est un mélange en fait de plusieurs clients qu'on vous propose. Donc c'est une petite étude de cas, mais en même temps qui correspondent à des choses qu'on a vécues chez des clients réels. Premier exemple. Alors, il s'agit ici d'une entreprise dans le domaine des services industriels, 300 agences en France, en Europe, avec un CA qui se casse un peu la figure depuis l'année 2000 et surtout un résultat qui est carrément passé dans le rouge depuis 2010. On se demande comment en 2017, puisque c'était non 2016, on a travaillé avec eux, comment on peut accepter d'être 6 ans de suite dans le rouge. Eh bien, oui, bah, justement, l'actionnaire, heureusement qui était familial, eh ben, il commence à douter sérieusement de la capacité de cette entreprise à se redresser. Alors, il se trouve que cette boîte, c'est le fleuron de ce groupe familial. Ils ont d'autres entreprises, bien heureusement, parce que sinon, bah, ils auraient bu le bouillon, comme tout le monde dans ce cas-là. Mais ils n'arrivent pas à prendre la décision d'arrêter ce qui a été à l'origine de leur marque. Et puis, ben, évidemment, les équipes, elles sont inquiètes, elles sont un peu figées dans leur peur, hein. La peur, ça fige. On est inondé de cortisol. Alors, l'actionnaire a nommé une nouvelle direction. Alors, pour vous dire, ils ont changé tout le monde sauf le directeur financier. Donc, absolument toutes les personnes de ce comité de direction sont des personnes qui ont entre 1 mois et 1 an d'ancienneté. Et cette équipe, elle bosse d'arrache-pied pour redresser la boîte. Donc, elle se croit très feu, elle redéfinit le positionnement, elle pose les bases du redressement, elle veut rassurer les équipes et elle veut les amener vers le succès. Le problème, c'est que les résultats à court terme, ils tardent à venir. Et du coup, eh bien, cette équipe de direction appelle un coach et se réunit en séminaire, sur un séminaire stratégie et chantier prioritaire. Un premier exercice, alors quand on a démarré ce coaching, on n'avait pas du tout imaginé faire ce diagnostic-là. Il se trouve qu'on a fait, comme souvent dans un coaching d'équipe, un petit warm-up qui consistait à construire une tour en papier. Et puis, eh ben, quelle a été notre surprise à l'issue de cette tour en papier, de dire, tiens, et si je vous présentais Terre ou Air Feu, comment vous vous positionneriez les uns et les autres? Ça a donné un positionnement des uns et des autres qui nous laisse une case absolument vide, qui est l'énergie du feu. Et là, ça a été un peu la stupeur. Ah ouais, alors nous qui sommes le comité de direction, qui devons redresser cette boîte, personne à l'intérieur de ce comité de direction ne porte l'énergie du feu. En tout cas, ne la représente. Alors, effectivement, là, vous voyez, on fait le diagnostic en partant plutôt des signatures individuelles, mais on se doute bien qu'un comité de direction dans lequel personne ne représente la signature du feu va avoir du mal elle-même à avoir une signature feu. Donc là, je ne suis pas en train de vous donner la signature de l'équipe, de cette équipe, mais plutôt une absence de signature sur un des éléments. Alors, ben, de faire, on décide de revoir complètement notre séminaire. On fait plus du tout un séminaire stratégique, on fait un séminaire feu. Et donc, en live, on a réinventé avec eux un séminaire feu qui consistait en quoi? Qui consistait à identifier des chantiers court terme qui allaient permettre de remporter des victoires, des petites victoires tout de suite, immédiatement. Toutes les petites victoires partout dans l'entreprise,
Et chaque chef de service s'est mis à réfléchir à quelles pourraient être dans son périmètre les petites victoires que l'équipe pourrait remporter. Deuxième point, c'est que puisque il n'y a pas de signature feu dans cette équipe, eh bien, on va aller chercher les acteurs feu de l'entreprise parce qu'il y en a et on va leur confier la responsabilité de ces chantiers. Troisième axe de réflexion, on se dit, eh bien, les étincelles c'est bien, mais il faut qu'elles embrasent toute la forêt, et donc il faut qu'on mobilise le plus grand nombre de collaborateurs dans cette démarche, puisque cette démarche, elle vise à produire des boucles de succès et donc des boucles de réussite. Eh bien, il faut qu'il y ait le maximum de gens qui soient dedans pour reprendre de l'énergie, et l'énergie du feu, l'énergie du progrès. Et puis, idée originale qu'ils ont inventée, une journée détox. On vide les armoires, on arrête les projets qui servent à rien, hein, donc on nettoie tous les projets qui ne sont pas des projets gagnants à court terme. J'exagère en disant ça, hein, ils ont quand même gardé leur cap, hein. Mais en tout cas, il y avait tout un tas de trucs dont ils ont décidé que finalement, c'était pas si important que ça, et que ça mangeait de l'énergie pour rien. Et puis, ils ont aussi regardé du côté des règles, parce que souvent, on s'aperçoit dans une entreprise que les règles, elles sont faites pour quelques-uns qui ne les respectent pas. Et que du coup, excusez-moi, elles emmerdent un peu tout le monde alors qu'elles n'ont pas forcément lieu d'être. Donc ils ont nettoyé tout ça, ils ont fait une bonne opération de détox. Et puis finalement, ils ont aussi choisi de travailler et de communiquer différemment, de manière beaucoup plus réaliste avec les équipes, qui n'avaient plus envie qu'on les prenne pour des enfants, à les rassurer, à les chouchouter. Ils voulaient savoir la vérité, ils avaient envie de s'engager, et finalement, ils n'avaient pas plus envie d'avoir peur qu'ils avaient envie qu'on les protège. Donc, communication beaucoup plus réaliste avec les équipes et aussi beaucoup plus incisive avec l'actionnaire pour aller pointer du doigt tous les progrès et lui redonner confiance dans la capacité à ce que l'entreprise se redresse. Deuxième exemple, eh bien c'est un exemple très différent, une entreprise dans le tertiaire cette fois-ci, qui a des résultats solides depuis longtemps, une vieille boîte bien solide, qui est très cloisonnée parce qu'à un moment donné, il y a eu dans cette entreprise deux patrons qui s'entendaient pas et que bah, le président au-dessus d'eux a laissé faire en disant peut-être qu'en divisant on allait mieux régner. Enfin, je sais pas, peu importe. En tout cas, cette entreprise s'est retrouvée avec deux patrons qui petit à petit ont séparé l'entreprise en deux. Et puis curieusement, en fait, cette culture, elle s'est retrouvée à l'intérieur même de chacune de ces deux parties. C'est-à-dire qu'un peu partout, ça s'est mis à être très cloisonné. Voilà, et puis arrive un nouveau directeur général, plein d'énergie et plein de talent, un des meilleurs que j'ai rencontré, et qui était donc chargé de moderniser cette entreprise et puis de la faire exploser parce que c'était un peu comme une belle endormie qui était là avec un vrai potentiel et puis qui finalement n'explosait pas parce qu'elle était figée dans des schémas anciens. Déjà deviné, c'est plutôt une équipe qui est ancrée. Et effectivement, c'est ce qu'on a vérifié quand on a posé le diagnostic en allant faire des interviews, hein, interviews de cadres, de managers, de dirigeants, etc. Et bien finalement, on s'est rendu compte que dans cette entreprise, ce qu'on respectait et ce qu'on valorisait essentiellement, c'était l'expertise, c'était le travail, c'était tout ce qui était concret, ce qui était tangible, c'était les réussites, mais essentiellement les réussites du terrain, et puis c'était aussi une grande capacité d'engagement, de travail, on l'a dit, et puis donc de force en fait, hein. Donc une équipe très terre et très feu, avec une absence assez marquée d'eau, hein, fonctionnement en silo, très cloisonné, pas très fun, et puis pas mal de critiques, on dit des choses sur les uns sur les autres, de bruit de couloir parce qu'on communique très très peu. Et puis très peu d'air aussi, un grand manque d'air même on pourrait dire. On a fait comme on a toujours fait, donc c'est pas très original. Après tout, pourquoi se poser la question puisque finalement le business model pour l'instant marche plutôt bien. Les créatifs, hein, c'est plutôt suspect, hein, c'est plutôt des farfelus. Et puis, on regarde assez peu les évolutions autour de nous. On est en retard sur le digital, on est en retard sur les nouvelles technos, on a assez peu de jeunes qui rentrent dans l'entreprise, assez peu aussi de concurrents. Vous savez toujours bien de faire rentrer des gens un peu extérieurs qui vous apportent la vision de vos concurrents directs ou indirects. Mais là, on fait pas ça, on est très fidèles, on a des gens qui ont une forte ancienneté, qui ont une moyenne d'âge plutôt élevée. Et donc on manque d'air. Alors, l'actionnaire, je ne sais pas s'il avait lu notre modèle, je crois pas. En tout cas, il a bien joué. Il est allé chercher 2 personnes qui manquaient dans l'organisation. Il a d'abord recruté un directeur général qui a remplacé ces 2 personnes là qui avaient un peu cloisonné l'entreprise. Et puis il a recruté une personne, une fonction qui n'existait pas, un directeur marketing. Il n'y avait pas de service marketing dans cette entreprise. Et donc il a été en chercher un à l'extérieur. Alors, un patron du marketing, qui bousculait, qui voulait ouvrir les nouveaux horizons, qui voulait faire rentrer le digital à fond, rattraper le retard, qui voulait aller très vite et qui du coup était évidemment vécu comme un peu sec et bruyant par les autres. Et puis un directeur général
qui lui, bah, ma foi, arrive avec trois énergies principales, hein. L'énergie de l'eau, parce qu'il veut décloisonner, il veut alors il recrée un comité de direction, il recrée des chantiers pour que les gens travaillent ensemble. Puis alors évidemment, bah, au début les gens trouvent ça génial, mais en même temps ils disent oula, mes prérogatives, mon précaré, on a supprimé la haie qui séparait mon jardin de celui de mon voisin que je détestais cordialement, mais d'un coup, puisqu'il n'y a plus de haie, mon voisin rentre chez moi. Donc au début je trouve que c'est plutôt sympa, ça m'ouvre un champ que j'avais pas, mais quand je le vois débarquer et débouler dans mon terrain, là il y a des réflexes de résistance. On a aussi un DG qui vient bien complémenter le directeur marketing. Lui, il a de l'air, mais une vraie vision. Il porte une vision plutôt long terme. Il parle de 2020, 2025, 2030. Il parle modernité. Alors tout ça c'est bien, mais et ma zone de confort, hein. Alors tous ces gens qui étaient très ancrés dans l'expertise, dans leur périmètre, dans leur silo, ça leur fait un peu peur parce qu'effectivement c'est une ouverture sur des champs sur lesquels ils se sentent pas aussi experts. Et puis, il porte une ambition très forte, et donc on a un peu tendance à l'appeler Monsieur Plus, même s'il a très rapidement gagné le respect de ses équipes. Voilà, alors, vous voyez, deux recrutements qui viennent secouer cette équipe très terre et feu. On peut se poser la question, est-ce que la diversité, c'est finalement une contrainte ou une opportunité? Et donc, dans le séminaire qu'on a fait avec eux, alors cette fois-ci, ça n'a pas été de l'improvisation, on l'a vraiment bâti comme ça nous arrive quand même dans le métier de faire des choses sérieusement, eh bien, on a décidé de faire de ces différences-là une force. Donc comment est-ce qu'on s'y est pris? De manière assez classique, on a fait découvrir le modèle à l'équipe comme on vient de le faire avec vous. On les a fait se positionner chacun spontanément comme vous l'avez probablement fait vous aussi en m'écoutant parler. On leur a proposé de débattre, on leur a proposé de poser le constat des forces et des manques au sein de l'équipe. Et puis ensuite, on a fait émerger en sous-groupe les avantages et les limites de chaque énergie. Parce qu'on a vu les avantages, mais il y a évidemment des limites. Les limites de la Terre, un tremblement de terre, on sait ce que ça peut provoquer. Un raz-de-marée ou un tsunami, on sait aussi les ravages que ça peut provoquer. Et puis un ouragan, et puis un incendie mal maîtrisé qui peut détruire toute une partie de la forêt. Chacune de ces énergies a évidemment des limites. Donc on les a fait, en fait, on a fait émerger ce que je vous ai raconté. C'est quoi la force et la limite de l'air, de l'eau, de la terre, du feu, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on est bien quand on est terre avec quelqu'un qui est dans l'air et comment on n'est pas bien avec quelqu'un qui est dans l'air et comment on peut faire pour être bien. Enfin voilà. Donc il y a eu tout ce travail qui a permis en fait au directeur général et au DRH d'assumer davantage leur signature vis-à-vis du groupe, de le dire et de dire bah oui c'est ça. Donc c'est normal que ça déstabilise un petit peu parce que voilà moi j'apporte de l'air et on est en retard et donc je bouscule, j'en suis conscient. Et en même temps, ça a permis aux autres, au groupe, de leur faire des recommandations. Bah, va pas trop vite, ou explique-nous un peu plus, ou nous prends pas pour des débiles. Et si tu tenais compte un petit peu de ce qu'on a déjà su faire sur d'autres projets, est-ce que ça te permettrait pas d'aller plus vite? Voilà. Et si tu nous faisais par exemple, au directeur marketing, et si tu nous faisais des petites fiches bien synthétiques qui nous permettent de mieux comprendre ce sur quoi tu travailles. Vous voyez, c'est des choses qui ont permis en fait de recoller les positions et donc de faire des différences une véritable force. Voilà, puis pour finir, on a travaillé le fonctionnement du CODIR. Ouais, j'ai peur que de temps en temps il y ait des petites coupures parce que je passe d'un slide à l'autre et apparemment le son est coupé. J'espère que ça ne se sera pas produit trop souvent. Alors, on va terminer sur cette partie qu'est-ce qu'on peut en faire d'un diagnostic avec un petit inventaire à l'après-vert. Alors, c'est plus des exemples, mais c'est plutôt des choses plus générales, mais aussi importantes à mon avis. Par exemple, ça peut être une boussole utile, simple. Je prends l'exemple d'un rendez-vous commercial. Moi, il m'arrive régulièrement maintenant, en rendez-vous commercial, de prendre des notes en écoutant mon interlocuteur et en classant mes notes en mode mind mapping, terre, eau, air, feu sur ma feuille de papier. Et puis petit à petit, ça dessine de manière un peu intuitive quelle est la signature soit de la personne que j'écoute, soit de l'équipe dont elle est en train de me parler, soit de l'organisation dont elle est en train de m'expliquer comment elle fonctionne. Et ça me permet, en cours d'entretien, déjà de lui montrer des choses, de lui dire, tiens, j'ai un peu l'impression que, et puis je lui explique le modèle, qui est assez facile à partager, et donc ça crée un lien, une forme de reformulation à valeur ajoutée, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, qui d'un seul coup peut même produire un insight chez le client, qui se dit, ah bah ouais, ah bah alors ça alors, bah effectivement, c'est vrai, je m'en étais pas rendu compte, on est trop terrien ou on est trop aérien, ou au contraire, on a une force qu'on néglige un petit peu, qui est la force du feu, etc. Voilà. Donc, mais au-delà de ça, bien sûr, ça permet de poser une architecture, par exemple, et d'expliquer une architecture de séminaire.
voyez, on va faire 4 étapes, je vais vous faire passer par la terre, l'eau, l'air, le feu. Ça permet, vous retrouverez là aussi hein, sur nos sites des exemples concrets, puis des articles qui expliquent comment on s'en sert. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on développe énormément dans les formations. Comment est-ce qu'on peut créer une architecture de séminaire ou voir une architecture de séance en coaching individuel, parce que là, j'ai beaucoup parlé de coaching d'équipe, mais ça peut servir aussi en individuel, hein, ce diagnostic. Diagnostic à ce moment-là de la personne. Voilà, mais ça peut servir aussi quand on parle d'équipe, par exemple, quand on constitue une nouvelle équipe projet. Donc ça permet assez rapidement, en faisant positionner les gens sur leurs différentes énergies, de comprendre un petit peu ce que chacun va pouvoir apporter au groupe. Là, je l'ai fait l'année dernière avec une équipe de jeunes talents dans une pépinière. Ils devaient travailler sur des sujets pour l'entreprise en fait, hein, qui devait apporter de la valeur ajoutée. Et en travaillant à partir de ce modèle, ils ont assez vite compris comment, dans un délai très court, ils allaient pouvoir utiliser les forces de chacun pour avancer. Qui allait apporter la structure, l'organisation, la planification, qui allait pouvoir aller se tourner vers l'extérieur pour aller le plus vite possible, rechercher toutes les idées possibles sur le sujet, etc., etc. Qui serait le facilitateur entre eux et qui serait celui qui va donner l'impulsion pour que on se perde pas dans les détails et qu'on reste bien centré sur l'essentiel. Voilà, et ça peut vous servir aussi, on l'a utilisé souvent dans ce cadre-là, quand on a besoin de faire une fusion entre deux équipes ou entre deux entreprises, ça permet là aussi de prendre du recul par rapport à qui on est et qui est l'autre, et de voir ce qui va bien matcher. C'est ce qu'on fait dans tous les modèles hein, qui peuvent exister, MBTI, ProcessCom, etc. Mais là, c'est le modèle des 4 énergies, et donc on l'utilise de la même manière que tout autre modèle pourrait être utilisé dans ce cas-là précis. Et enfin, il y a une dernière manière de l'utiliser, c'est de prendre conscience ou d'aider le client à prendre conscience ou l'équipe à prendre conscience des effets systémiques liés à la signature énergétique d'une équipe. Qu'est-ce que c'est qu'un effet systémique? Ben, par exemple, la semaine dernière, avec Paul, on était dans une entreprise qui fabrique des explosifs. Vous doutez bien, pardon, qu'une entreprise qui fabrique des explosifs, elle a des consignes sécuritaires extrêmement fortes, qu'elle est très vigilante par rapport à ça. Donc elle a une tendance à être assez fortement ancrée dans la terre, même s'il y a beaucoup d'eau autour, parce que si jamais ça prenait feu ou si ça explosait, bah, l'eau permettrait d'éteindre le feu. Voilà, donc, mais malgré tout, une composante terre assez forte. Et du coup, on retrouve ça dans, par exemple, le cloisonnement des relations à l'intérieur de l'entreprise, voire même du cloisonnement entre les personnes au sein d'une équipe. Voilà. Alors c'est à la fois une grande force pour cette entreprise et en même temps, ça peut être une faiblesse parce que, comme on l'a dit, ça peut provoquer des effets de boucle qui ne font que s'alimenter, s'auto-alimenter et se renforcer. Et à ce moment-là, on devient un peu victime de son énergie principale. Voilà, j'en ai fini avec comment est-ce qu'on fait le diagnostic et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Je voudrais partager maintenant avec vous quelques points de vigilance assez rapides. Déjà, bah, c'est toujours un peu embêtant de mettre les équipes dans des cases, de même que c'est embêtant de mettre les personnes dans des cases. Donc, soyez bien conscients que, évidemment, tous ces modèles sont des modèles parfois un peu réducteurs et que c'est pas eux qui doivent vous diriger. Hein. C'est bien le modèle au service de la vie et non pas la vie au service du modèle. Je pense qu'il faut jamais perdre de vue que ce n'est jamais qu'un point de repère, une boussole et jamais une vérité absolue. Deuxième point, avancez prudemment. Vous allez formuler des hypothèses. Et ces hypothèses, ben parfois vous allez vous apercevoir que vous vous êtes trompé. Parce que, vous savez, c'est un peu comme quand on vous dit, est-ce que toi tu es plutôt dans le MBTI thinking ou est-ce que tu es plutôt feeling? Et donc, quelqu'un comme moi qui a une formation d'ingénieur, qui a été très formaté, maths, processus, rationalité, spontanément, moi je me décris comme étant thinking. Et en fait, quand je creuse un petit peu et que grâce au MBTI, ben, je vais à la recherche de qui je suis profondément, je m'aperçois que finalement, je suis peut-être pas du tout thinking, mais peut-être beaucoup plus feeling. Donc, c'est toujours très important de ne pas s'arrêter à ce qu'on observe en surface, donc formuler des hypothèses, mais les vérifier avec les gens, et personne n'est mieux placé que l'équipe elle-même pour reconnaître sa signature. De même que personne n'est mieux placé qu'une personne pour reconnaître ses caractéristiques terre, eau, air, feu ou ses caractéristiques MBTI. Autre point d'attention, c'est que quand on propose, ça amuse souvent les gens hein, ou les équipes qu'on leur montre leur signature, et du coup ils peuvent s'amuser
inconsciemment ou consciemment, à surjouer un peu cette signature. Ah mais nous on est l'équipe de l'air, hein, donc nous l'équipe de l'air, on est tout le temps en train de secouer, on va chercher de nouvelles solutions, et dès qu'on nous amène dans une case un peu fermée, oh là là, non ça c'est pas pour nous, nous on est l'air. Donc c'est se rendre compte que même si c'est effectivement leur centre, si effectivement ils sont très marqués par l'air, il en reste pas moins qu'ils ont le droit et qu'ils ont même peut-être le devoir de développer aussi les autres énergies. Donc en fait, il s'agit d'aller chercher la complétude et certainement pas de rester dans son petit précaré, qui serait d'ailleurs une forme peut-être très terrestre de faire de l'air en l'occurrence. C'est un petit peu la même idée, mais c'est cette idée que finalement, si je deviens un peu victime de la signature que je pose sur l'équipe, alors non seulement je vais croire ce que je vois, mais je vais voir ce que je crois, hein. C'est-à-dire que ce que je crois va devenir une réalité. Si je pense que nous sommes une équipe de terre et que grâce à nous, l'entreprise tient la route et qu'elle sort pas, qu'elle tombe pas dans les ornières, eh bien, à ce moment-là, je vais en faire une espèce de vérité. Et donc, ça va finir par se vérifier. C'est-à-dire, je vais devenir extrêmement castrateur. Donc, il faut vraiment rester aux opportunités de changement et d'évolution du modèle et d'évolution de la signature. Et puis enfin, il faut utiliser ça comme un tremplin, c'est-à-dire qu'il faut que ça serve à faire des choses concrètes. On ne fait pas un diagnostic pour faire un diagnostic, on fait un diagnostic. D'ailleurs, c'est pas très coach hein, de faire un diagnostic, hein. Nous, on utilise ça, mais du bout des lèvres, parce que finalement, un coach, il est pas censé poser des diagnostics. Alors, si on utilise ça, c'est parce que ça permet de provoquer une prise de conscience intéressante d'une équipe, mais de toute façon, ça va servir le développement d'un séminaire dans lequel les gens vont devoir prendre des décisions et vont devoir s'engager dans une action concrète. Alors, si ça vous a intéressé, si ça vous a pas intéressé, ben vous êtes certainement pas d'abord arrivé jusque-là, et puis dans ces cas-là, n'allez pas plus loin. Mais si vous êtes arrivé jusque-là, peut-être que vous aurez envie d'aller encore plus loin. Alors, encore plus loin, c'est quoi? Mais il y a trois options possibles. La première option, c'est de faire un diagnostic en ligne. Donc, on a monté un questionnaire, 64 questions, avec un résultat. Donc, toutes les personnes d'une équipe peuvent y répondre. Ça permet ensuite de regarder comment chacun a répondu, où est-ce que ça converge, où est-ce que ça diverge. Et ça peut servir de base à une bonne discussion, à une bonne séance de coaching d'équipe, assez simple à mettre en œuvre. Puis, ça peut être aussi une manière pour vous de faire le point, de prendre du recul sur votre équipe ou sur l'équipe d'un de vos clients. Deuxième façon de le faire, c'est de venir se former. Donc là, c'est la petite page de pub, hein, évidemment, mais dans nos formations, on parle de ces diagnostics énergétiques, et donc on apprend à les faire, et puis au-delà d'apprendre à les faire, on en fait, c'est-à-dire qu'on va en faire chez les clients, et du coup, la fois d'après, on revient et on discute de la manière dont on les a faites. Troisième façon, eh ben, nous sommes aussi des super garagistes. On en a choisi un beau, hein, tant qu'à faire. Et donc, on peut mettre le nez dans le moteur de votre équipe. Et donc, nous pouvons intervenir si cela vous paraît utile. Et on se servira avec grand plaisir, si ça vous a plu, du diagnostic des quatre énergies. Alors, une petite offre promo, bah oui, pas forcément ce soir, parce que c'est pas dit que vous regardiez le webinaire en différé le soir, donc ça peut être à n'importe quel moment de la journée, mais puisqu'on l'a proposé à ceux qui étaient là hier soir, on le propose aujourd'hui également. Plutôt que de faire un rabais sur le prix, parce que c'est pas très cher, hein, si vous souhaitez effectuer un diagnostic, donc 360 de votre équipe, hein, ça coûte 20 euros par équipier. Mais plutôt que de faire une petite réduction là-dessus, ce qu'on vous propose, c'est en fait une séance avec un coach d'équipe formé au modèle, de 30 à 45 minutes, quelqu'un qui intervient au sein du club de préférence évidemment. Et bah, pour faire de ce diagnostic finalement une opportunité de croissance pour votre équipe, c'est de vous poser les questions en mode coaching qui vont vous permettre de rebondir sur ce diagnostic pour en faire quelque chose d'intéressant avec votre équipe. Voilà pour la petite promo. Et puis si ça vous intéresse, eh bien vous envoyez un mail à notre assistante Céline, dont vous voyez l'adresse s'afficher à l'écran, évidemment pas avec le code barbare qui est dessous, une petite plaisanterie que Paul nous avait faite hier soir et que j'ai laissée parce que je la trouve bonne. Voilà, donc vous nous envoyez juste un petit mail et on rentre en contact avec vous. Le teasing, et puis après je finis ce webinaire différé. Notre prochaine conférence, le 6 mars, portera sur le cadre de la relation.
Alors le cadre de la relation, pourquoi? Eh bien parce que le coaching peut paraître être une sorte de technique un peu subtile, un petit peu aérienne, un petit peu dans la relation, l'empathie. Et en fait, plus ça va, plus on avance et plus on forme des coachs et plus on avance dans le coaching et plus on se dit que tout ça, ça repose avant tout sur un cadre et que plus le cadre est bien et clairement défini et plus à l'intérieur de ce cadre, on peut réaliser une belle toile. Hein. C'est le parallèle qu'on voulait faire. Le plus grand des peintres, à un moment donné, a quand même besoin de tirer sa toile pour qu'on puisse la voir et de la poser à l'intérieur d'un cadre. Donc voilà, c'est de ça qu'on parlera, du cadre dans la relation de coaching individuel, du cadre dans la relation managériale individuelle, puisque on tient beaucoup à ce que ces conférences puissent alimenter autant des coachs que des managers. Et c'est une d'ailleurs des particularités de notre école de coaching, c'est que dans la plupart, voire dans la totalité des groupes, nous avons toujours des coachs évidemment qui viennent se former, mais aussi des managers qui viennent perfectionner leur management en apprenant les techniques du coaching individuel ou du coaching d'équipe. Voilà. J'avais dit que je ferais une demi-heure, j'ai fait 45 minutes, j'en suis désolé, mais je suis un peu bavard et c'est déjà un bel exploit pour moi de ne pas avoir refait l'heure que nous avons pris hier soir. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous souhaitez nous retrouver, je vous affiche les coordonnées sur la page suivante. Voilà, merci d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout et à très bientôt de vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones portables, dans nos formations, dans le club énergie ou sur le site ou dans la vraie vie, qui sait, très prochainement, au hasard d'une rencontre. À bientôt, au revoir.